Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité, créativité et authenticité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses, performantes et engagées, mais essoufflées par un quotidien survolté et qui aspirent à enfin faire les choses à leur manière. Je les accompagne à se composer une vie choisie, épanouissante et impactante en profondeur. Une vie qui leur va comme un gant. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec Avez-vous choisi, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers 3 formats. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. L'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler sa situation et repartir boosté et confiant dans sa capacité à avancer concrètement. Et enfin la conversation, où je vous invite à faire la connaissance d'une personne et de son précieux supplément d'âme, une personne dont je trouve la trajectoire de vie inspirante. C'est une manière de poursuivre votre exploration du territoire de vos choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous partage avec joie ma conversation avec Kylian Tallin, entrepreneur et créateur, fondateur d'Inspiration Créative et de la communauté Le Cercle des Créateurs à laquelle j'appartiens. Alors Kylian fait partie de ces belles personnes que la vie a eu la chouette idée de mettre sur ma route ces derniers mois. J'en profite d'ailleurs pour remercier ici Alexandre Dana, que j'ai interviewé pour l'épisode 83 d'Avez-vous choisi et qui est à l'origine de cette jolie rencontre. Merci Alex. Il y a quelques mois, j'avais envie de rencontrer des entrepreneurs qui partageaient la même vision que moi de l'entrepreneuriat et de la créativité. Et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Kylian et de son univers et que j'ai fait partie des premiers membres du Cercle des Créateurs qu'il a lancé en octobre 2020. J'ai tout de suite adoré faire partie de cette communauté de personnes pionnières de 1001 façons, audacieuses, créatives, ambitieuses, travailleuses et qui ont à cœur de trouver leur recette singulière pour incarner une créativité florissante et un entrepreneuriat généreux, épanouissant et prospère. Kylian a à cœur d'aider les créateurs à produire des créations, à les promouvoir, à les partager et à générer des revenus grâce à elles. Il le fait avec une qualité d'attention à l'autre, une joie de vivre et un enthousiasme communicatif que j'adore. Kylian a d'abord eu un parcours d'entrepreneuriat, dans le marketing, dans la communication, avant de laisser de plus en plus de place à sa créativité et à l'accompagnement des créateurs. Et pour ma part, je suis une créative qui a choisi d'investir complètement son identité d'entrepreneur il y a quelques années. Alors, lorsque j'échange avec Kylian, c'est un peu comme si l'entrepreneur créatif rencontrait la créative entrepreneuse au milieu du gué. Nous sommes en chemin, tous les deux, et je suis ravie que nos chemins se soient croisés, et il me tarde d'observer la suite de notre cheminement. Je suis ravie de vous proposer aujourd'hui cette conversation, qui, je l'espère, sera pour vous inspirante. Au cours de notre conversation, Kylian et moi parlons, entre autres, du parcours de Kylian et du choix à l'origine de sa démarche actuelle, celui de prendre le temps d'aider la personne qu'il était avant. Nous parlons de fourmillement d'idées, du processus créatif et de ces conditions essentielles qui nous aident à créer concrètement. Nous parlons du pouvoir de la répétition, de l'organisation et de la progression de notre démarche créative, ou encore de burn-out créatif, de ces graines à planter dans son jardin d'inspiration et de l'importance de se rendre vivant. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Kylian. Salut Oriane. Bienvenue dans Avez-vous choisi. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Vraiment, on va parler choix, bien sûr, et créativité, notamment ensemble. Donc, tu es le créateur d'Inspiration Créative et puis depuis plusieurs années, tu t'intéresses à la créativité. Ton terrain de jeu, c'est à la fois la création, puisque tu crées toi-même un podcast, des vidéos sur YouTube, et puis c'est aussi la facilitation de la création, puisque tu aides et tu as à cœur d'aider les créateurs, notamment à travers le Cercle des Créateurs que tu as fondé, et tu les aides à produire des créations, à les promouvoir, à les partager, et puis à générer des revenus généreux grâce à elles.
Alors, ce qui m'intéresse tout de suite de savoir, c'est à quel moment tu as choisi de faire de ton intérêt pour la créativité le cœur de ton activité professionnelle. Est-ce que tu as un souvenir d'un déclic ou d'une anecdote ou d'un moment de vie particulier? C'est, déjà, je voulais te dire merci parce que tu viens de faire une présentation incroyable. Donc, merci, c'est une super présentation et moi aussi, je suis super content d'être là. Je suis ravi d'avoir cet échange avec toi. Donc, un grand merci pour ton invitation. Le déclic, c'est une super question. J'ai pas l'impression d'avoir eu un déclic, tu vois, un moment qui s'est passé d'un coup. Par contre, je pense que c'est venu vraiment d'une envie progressive d'aider la personne que j'étais avant, qui était qui était toujours fourmillant d'idées, de réflexions et de projets et d'envie de faire des choses, mais aussi un peu perdu, un peu naïf, euh, un peu beaucoup dans le cérébral plus qu'être dans l'action. Et donc, il y a eu un moment où de plus en plus, je me suis dit, OK, en fait, tu te sens vachement bien à aider cette personne-là que tu étais et que tu n'es plus, mais qui évolue et qui grandit. Et donc, c'est parti vraiment de là. Je pense que le déclic, il est avant tout dans le côté choisir de prendre de plus en plus de temps d'aider la personne que tu étais avant. Et comment est-ce que la créativité, justement, s'est invitée dans ta vie? Est-ce que tu as l'impression que c'est la créativité qui t'a choisi ou que c'est toi qui as choisi de faire de la place à la créativité dans ta vie? Alors, je pense que c'est parti de l'un pour aller vers l'autre. Alors, je pense qu'au début, je l'ai choisi moi en me disant je vais aller creuser de plus en plus ces questions-là qui me turlupinent et qui s'agitent dans mon cerveau avec l'envie de comprendre euh, qui sont les créateurs, qu'est-ce qu'ils explorent, comment ils en sont arrivés là dans leur chemin. Donc, c'est parti de là. Et en fait, en faisant ce chemin-là, avec moi un axe au début plutôt entrepreneur, tu vois, je viens d'un profil plutôt marketing, avec de la communication, de l'entrepreneuriat. Et en fait, plus le temps passe, plus c'est la créativité qui me choisit et qui me dit, il y a cette fenêtre d'opportunité qui est en toi et que tu as aussi, qui ne demande qu'à s'exprimer et que tu dois creuser, gratter un peu plus de jour en jour. Et donc, de plus en plus, c'est la créativité qui me dit, hey, Kylian, tu es autant créateur qu'entrepreneur et il faut que tu ailles creuser ça parce qu'il y a des choses magiques et vivantes dedans qui me parlent à fond, quoi. Hmm. Et ce que tu dis là, pour moi, ça fait écho à cette idée qu'en fait, on choisit d'être créateur ou créatrice ou créatif, tout simplement, dans son quotidien. Pour toi, ça résonne comment, cette idée qu'on choisit d'être créateur? Ça résonne dans le sens où ça part toujours d'une volonté personnelle et je pense que cette volonté personnelle, elle vient ensuite alimenter ta réalité des choses, ta réalité du monde. Pour moi, je crois beaucoup que toutes nos actions et les résultats qui découlent de ces actions, ça vient d'une conception de la réalité qu'on a qui vient de notre éducation, de nos opinions, de nos expériences de vie, de nos traumatismes, etc., qui forgent tout un prisme des choses qu'on regarde. Et en fait, je pense que quand tu fais le choix, donc c'est une action, quand tu fais le choix de devenir plus créatif, d'aller créer, d'aller essayer, d'oser, de mettre quelque chose dans le monde, ce choix-là va aussi te transformer quand tu le répètes ta réalité. Tu vas te dire, bah, ok, bah, je suis de plus en plus créateur. Plus tu vas créer, plus tu vas rencontrer aussi d'autres personnes qui créent. Donc, dans ta réalité, tu te dis, je fais partie de ce groupe-là qui me ressemble. Et donc, petit à petit, j'assume des choses où avant on se sentait peut-être imposteur ou autre, qui deviennent de plus en plus euh, toi-même. Tu t'appropries cette réalité. Et donc, ça part de ton choix et ensuite, ça devient quelque chose qui s'ancre aussi dans ta personnalité, dans ta réalité. Hmm. Et alors justement, cette notion d'ancrage dans la réalité, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre comment est-ce que concrètement, puisque je l'ai dit, tu es à la fois dans la création et dans la facilitation de la création, mais sur le volet création, concrètement, comment est-ce que toi, tu choisis d'ancrer dans ta réalité, dans ton quotidien, ta part de créativité? Qu'est-ce que tu mets en place en termes peut-être d'intention, de pratique, de rituels ou d'outils qui t'aident à ne pas perdre de vue l'importance de créer concrètement et pas juste de rester dans l'idée et dans l'envie d'être créatif? Ouais, c'est une super question. Euh, Moi, il y a plusieurs principes qui me guident. Euh, c'est, le premier, c'est de s'accorder du temps pour créer. Et ça, j'y crois beaucoup. Et tu vois, dans la façon dont j'organise mes journées depuis 6 mois, notamment encore plus, où j'ai cette liberté d'être à mon compte et de pouvoir organiser mon temps comme je veux, j'ai vraiment envie de prendre le temps de plus en plus, et c'est un effort quotidien, d'avoir des grandes plages pour laisser du temps pour la création, avec à chaque fois, bien sûr, des objectifs concrets d'avancer. Hein, tu vois, c'est pas juste
être là et attendre que l'inspiration tombe du ciel, mais en tout cas me dire tous les matins, mon temps est bloqué pour essayer de sortir des choses de moi, d'aller m'alimenter, de digérer, de découvrir des choses, avec des objectifs de production aussi derrière, parce que je pense qu'il ne faut pas avoir honte de dire ça. Dans la créativité, il y a des choses de production, hein, sans être productiviste. Mais faire un article, faire une vidéo, faire un podcast comme on le fait, c'est quelque chose qui est produit dans le monde. Et donc ça, c'est le premier principe, se laisser du temps pour arriver à cette production derrière. Et ça, j'essaie de le faire avec un deuxième principe qui m'anime beaucoup cette année, qui est celui de la congruence, de la synergie, d'aller chercher dans toutes les actions que je fais et que j'essaie de mettre en place un lien avec l'existant. Pas que ce soit un pavé qu'on jette dans la mare et qui tombe au fond de l'eau et qui ne sert à rien, mais vraiment un truc où tu envoies ton pavé et en fait, il vient s'ajouter à un petit mur qui devient ensuite un muret, qui devient ensuite un mur de Berlin ou je ne sais quoi, mais un truc qui grandit dans le temps. Et ça m'aide à être dans l'action parce que je pense que ça m'alimente aussi en me disant ce que j'ajoute chaque jour participe à un tout qui est plus grand et qui va avoir aussi des effets sur le long terme. Donc, c'est nourrissant, quoi. Je n'ai pas l'impression de faire des choses éparpillées qui sont dans le vide, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Et ça, c'est quelque chose que je partage. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enjeu, c'est bien sûr d'être dans cette juste tension ou ce juste déséquilibre entre avoir une vision et être dans le concret, dans la réalisation. Et en même temps, de trouver ce juste déséquilibre en sachant que quand on est dans la production, comme tu disais, le risque, c'est de vouloir absolument produire et de s'y perdre et de perdre un peu le fil et surtout de s'épuiser. C'est-à-dire qu'il y a souvent des créateurs qui remontent qui font remonter cette problématique-là de dire mais oui, mais moi j'ai l'impression que j'arrête pas de créer et je ne sais pas faire plus, en fait, j'y arrive plus, ou j'ai l'impression que la source, entre guillemets, se tarit. Donc l'enjeu, effectivement, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir une vision, c'est-à-dire à vraiment une ligne, quelque chose de clair et de motivant et de nourrissant, et en même temps d'être dans la production, mais qui soit une production juste, au service de quelque chose de plus grand que soi, mais qui ne soit pas non plus, qui ne travaille pas contre nous, c'est-à-dire qui ne nous épuise pas en tant que créateur, oui, mais en tant qu'être humain aussi, à proprement parler, quoi. Ouais. Et je pense que là-dedans, il y a derrière aussi une question de faire les choix de ce qui nous nourrit ou ce qui nous draine, quoi. Et en fait, je pense que des moments où, en tant que créateur, on manque d'énergie, on manque de création, on a du mal à produire à la fin, c'est aussi que c'est des périodes où on manque d'alimentation. Et je parle par là, bien sûr, pas d'un steak frites ou d'un dalle de lentilles, mais vraiment le côté s'alimenter intellectuellement et se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de digérer pour qu'ensuite je puisse créer des choses intéressantes. Et en fait, quand on a ce moment d'écœurement un peu, une forme de burn-out créatif où on est dans le trop production, c'est important de revenir se recentrer, et ça peut être quotidiennement ou pendant une longue période d'isolement, venir se recentrer sur qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce que j'aime, quels sont les concepts que je découvre, quelles sont les sources d'apprentissage qui viennent me nourrir pour la suite. Effectivement, l'enjeu derrière, c'est de trouver là à nouveau le juste équilibre et comment est-ce que concrètement on met ça en place dans un agenda d'une journée, d'une semaine ou d'un mois, des temps de ressourcement physique, mais aussi de nourriture artistique, créative, et puis qui vont nous permettre d'alimenter des temps de création. Tout ça, voilà, il y a une forme de porosité entre toutes ces sources à la fois de création et puis d'inspiration. Et justement, puisque tu parles de sources d'inspiration, je sais qu'on partage un point de vue là-dessus, ce qui est celui de dire que l'inspiration, ça ne nous tombe pas comme ça dessus, un peu comme le ciel qui tomberait sur la tête, mais plus précisément, ça se cultive et on crée un espace-temps qui favorise en fait l'inspiration. Comment est-ce que toi, tu procèdes concrètement pour choisir tes sources d'inspiration et pour choisir l'espace que tu laisses ouvert pour ces sources d'inspiration? C'est une vraie question sur laquelle je travaille encore en ce moment. Hein. C'est un truc permanent, c'est pas un truc figé dans le temps. Mais j'essaye vachement de regarder c'est vraiment quelque chose d'observation et d'aller consommer des choses et d'aller découvrir. Et j'essaie de vachement réfléchir avec le filtre de quels sont les créateurs, les autres personnes qui font des choses, qui m'inspirent et qui me parlent dans leurs valeurs, dans leur création, dans l'aide, dans les contenus qu'ils proposent dans le monde. Et me dire, OK, ces personnes-là, j'ai envie de les avoir un peu autour de moi dans mon quotidien.
Et donc, je vais prendre le temps d'aller lire ce qu'ils font, d'aller regarder ce qu'ils font, d'aller me cultiver. Et en fait, de ça, je sais qu'en cultivant cette sorte, tu parlais de cultiver, mais c'est le bon mot, c'est quand on va cultiver ce petit jardin de la création, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ouais, jardin de la création, de ça va sortir ensuite des belles choses, quoi. Il va y avoir des plantes qui vont pousser, d'autres qui vont faner, mais en fait, voilà, quand tu vas chercher ces créateurs-là et les gens que tu aimes bien et les contenus que tu aimes bien, c'est comme des mini-graines que tu plantes dans ton petit jardin d'inspiration, quoi. Et autant je pense que la création, elle peut parfois avoir des moments de jaillissement, comme tu disais, où d'un coup, tu as une plante dans ton jardin qui va pousser et hop, dis donc, elle a poussé très vite celle-là, j'ai mis plus d'eau sans le savoir ou je ne sais pas quel engrais et ça pousse vite. Autant par contre, sur la partie inspiration, donc c'est-à-dire mettre les graines dans ce jardin, autant ça pour moi, la graine, elle est plantée ou elle n'est pas plantée, quoi. Mais il n'y a pas de création sans inspiration. Et ces inspirations, moi, j'encourage effectivement à pas espérer qu'elles viennent du ciel et que ce soit ce mythe un peu tenace que je n'apprécie pas trop, mais plus d'être très intentionnel et de se dire, OK, qui sont les gens que j'aime bien, qui sont les gens qui peuvent m'aider à aider les autres. Ça, c'est une question que j'aime bien. C'est-à-dire partir de toi, des gens que tu veux aider, et derrière, qui sont les gens avec leurs idées, avec leurs concepts, avec leurs principes, avec des choses qui te parlent, vont pouvoir t'aider et t'alimenter pour ensuite, toi, aider encore mieux les autres par la suite. Voilà, c'est les questions que je me pose et qui me servent un peu de filtre à inspiration. Et dernièrement, du coup, dans ton jardin de la créativité, quelles sont les graines que tu as choisi de semer? Ouais, alors moi, c'était très personnel, mais je suis pas tant de créateurs francophones. Je ne sais pas pourquoi, et peut-être parce qu'il y a des mots qui résonnent plus dans ma tête ou des principes qui résonnent plus dans ma tête en anglais. J'en ai vraiment aucune idée. Il faudrait peut-être que je réfléchisse. Mais souvent, c'est les créateurs anglophones que j'aime bien. Dernièrement, j'ai regardé beaucoup de ce que font des gars comme Ali Abdaal, qui réfléchit sur la productivité, sur d'autres concepts autour de la création aussi sur Internet. J'aime bien ce qu'il fait. Je regarde pas mal ce que fait des gens comme David Perel qui écrit beaucoup. Voilà, pas mal de gens comme ça qui sont plutôt des créateurs solo, tu vois, c'est pas des grosses entreprises parce que c'est pas ce qui me parle en ce moment, mais qui ont derrière des valeurs intéressantes et une recherche d'aller chercher des idées abouties et pas juste de se contenter de l'idée reçue ou de l'idée principale, mais ensuite d'aller la mâcher, de la retravailler, de la confronter, de l'améliorer pour en faire quelque chose de top, quoi. Ce que j'apprécie beaucoup dans ton approche et que je partage complètement, donc ça résonne vraiment avec ma manière de travailler à la fois pour moi et puis avec mes clients, c'est comment est-ce que tu travailles à réconcilier justement le monde de la créativité et le monde de l'efficacité. Comment est-ce qu'on est créatif en étant efficace et comment est-ce qu'on est efficace en étant créatif finalement. C'est quoi, selon toi, les éléments clés, justement, qui nous permettent de résoudre cette équation entre est-ce qu'il faut d'abord être créatif ou est-ce qu'il faut d'abord être efficace? Je dirais que moi, le principe simple que j'essaie de mettre en place là-dessus, c'est vraiment le truc de la répétition. C'est un truc dans lequel je crois beaucoup et qui permet vraiment de faire le lien entre les deux en se disant, si je suis créatif et si je veux être créatif, mais que ça puisse avoir un impact sur les gens aussi à long terme, j'ai besoin de répéter, j'ai besoin d'affiner mon art, j'ai besoin de progresser, j'ai besoin de me confronter à de la critique négative, positive, constructive, en tout cas qui me permet de m'améliorer. Et tu vois, c'est un bon endroit pour commencer à structurer et à mettre un cadre autour de nos idées lumineuses et pétillantes qui ont tendance à être dans tous les sens. Ce prisme très simple de la répétition, il permet de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de construire sur le long terme ? À qui j'ai envie de parler et d'aider sur une échelle de temps, pas seulement sur le mois qui vient. Et en répétant, qu'est-ce que j'ai envie d'affiner comme compétence pour devenir un créateur meilleur, si on peut parler de meilleur, en tout cas qui progresse, pour encore plus transmettre, faire résonner et puis aider les gens en retour derrière. Et tu t'identifies, tu partages souvent 3 piliers qui permettent justement à un créateur d'avancer. Est-ce que tu peux nous les partager et nous dire en quoi ça te paraît important, justement, là aussi, qu'il y ait une synergie et une congruence entre ces piliers-là? Ouais, à fond. Encore une fois, je vais mettre un garde-fou c'est vraiment un travail pour moi de long terme. Donc, ce n'est pas du tout un truc que je prétends être définitif. C'est une constatation passée et présente.
mais qui a vocation aussi à évoluer. Et peut-être qu'aujourd'hui, je prends ces 3 piliers-là, et demain, il y en aura 10, ou il y en aura un, ou il y en aura pas. Voilà. C'est vraiment évolutif comme toute chose dans la création, et ce que je vais dire là a aussi une part d'imperfection qui ne demande qu'à s'améliorer. Oui, et en même temps, je trouve que c'est très, je fais juste une petite parenthèse, je trouve que c'est très, comment dire, révélateur aussi du processus de créativité, c'est-à-dire qu'on est toujours en train d'essayer, d'ajuster, et c'est voilà, il y a une idée qui arrive, ensuite on la met en pratique, on fait des constats, et on est toujours dans cette logique de essai, erreur, ajustement. Donc voilà, tu es dans la construction de ta pensée, dans une posture de créateur, et c'est ça qui est Exactement. Exactement. Mais un garde-fou important à dire, tu vois, je te souhaite que le podcast soit toujours le plus long terme possible, et si quelqu'un écoute ça dans 10 ans, qu'il ne se dise pas ah non, je suis pas du tout d'accord. J'aurais peut-être d'autres avis à ce moment-là, quoi. Mais très intéressant. Moi, les 3 piliers je les exprime différemment parfois. Il y a un premier que tu as cité au début, qui est vraiment le triptyque. Comment à la fois aider un créateur à produire ses créations, promouvoir ses créations et vivre de ses créations. Donc ça, c'est sur une partie très concrète qui permet de se dire, OK, comment je passe de rien à une création qui est au service de mon style de vie, des choses que j'aime faire et qui subvient aussi à mes besoins. Et après, il y a une deuxième chose, et je pense que c'était de ça que tu voulais parler. Il y a les 3 piliers que j'aime bien. C'est vraiment le premier, c'est la répétition, on en a parlé, donc qui se caractérise par la discipline, qui se met en lien avec la créativité dans le sens de comment je peux faire des choses mémorables et qui sortent du lot pour aussi rassembler, aider et attirer l'attention sur ce que je fais. Et donc, c'est pas que la créativité au sens artistique d'une idée qui jaillit, mais c'est aussi comment chercher à se distinguer. Et puis le troisième, c'est plus quelque chose autour de la stratégie, de la feuille de route, de comment aussi communiquer autour de ce qu'on fait, de ces créations, pour venir alimenter nos créations et notre mode de vie. Donc il y a vraiment ces 3-là. Discipline, créativité et on va dire stratégie. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà. Et justement, pour ramener ça à l'ancrage de la réalité, c'est-à-dire vraiment d'un quotidien bien chargé, dans une société où on a une vie bien agitée, bien survoltée en surface, comment est-ce que concrètement tu traduis ces 3 piliers qui sont la créativité, la discipline et puis la feuille de route ou la stratégie, comme tu disais, en termes d'organisation d'une journée, d'une semaine? Tu parlais tout à l'heure d'une pratique que j'ai aussi qui est de se créer des blocs de temps suffisamment longs pour permettre de s'extraire d'autres distractions et de se focaliser sur un temps, notamment de créativité. Est-ce que ça veut dire que tu te crées des blocs systématiquement dans une journée, par exemple, entre créativité, discipline, feuille de route, ou est-ce que ce sont 3 piliers qui sont dans une forme de porosité et il y a des temps, oui, mais qui sont finalement assez perméables les uns aux autres? Alors, très simplement, les 3 ne prennent pas du temps dans mes journées par bloc. Celui qui le fait, c'est le côté discipline et répétition. Parce que je considère qu'il faut du temps pour répéter, il faut du temps pour produire, etc. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui est ancré dans mes journées et je le fais régulièrement. Les 2 autres, ça va plus être, ils vont s'exprimer de manière un peu différente. La partie stratégie, c'est plus un truc que régulièrement, je vais me poser, je vais prendre du temps et sortir de mes semaines traditionnelles et me dire, OK, là, je vais me poser une journée et je vais prendre le temps juste d'être avec mon carnet et de faire une forme de Shabbat digital où pendant 24 heures, je vais aller juste penser à ce que j'ai envie de faire, vers où j'ai envie d'aller et vraiment sortir du côté tête dans le guidon qu'on a parfois. Donc ça va s'exprimer vraiment de manière beaucoup plus ponctuelle, mais beaucoup plus intense, donc pas par des blocs. Et après, la partie créativité et comment essayer de se distinguer, de faire des choses mémorables, ça, c'est plus une touche permanente dans ce que j'essaie de faire. Donc, ça va pas être un truc aussi tu vois, on ne décide pas comme ça en claquant des doigts de se distinguer, d'être original, d'être différent. C'est plus un truc de réfléchir sur les actions, les projets que tu mènes. Est-ce que tu te contentes de faire ce que tout le monde fait ou est-ce que tu essaies d'aller ajouter une touche supplémentaire, une façon différente, y rajouter un peu de cœur, y rajouter un format différent pour essayer d'aller chercher un peu plus différemment ce que tu fais, quoi. Et donc ça, c'est plus une touche que je distille un peu dans mes journées, mais sans contrainte précise de bloc ou autre. Est-ce que tu as une pratique justement qui te permet d'aller
t'assurer, en tout cas, peut-être que c'est plus un indicateur ou peut-être une pratique, je ne sais pas, ou un outil qui te permet justement d'être en vigilance sur l'importance d'avoir cette singularité finalement dans ce que tu produis, cette forme voilà, de ce caractère unique, original que tu évoquais tout à l'heure dans ta pratique créative. C'est une question très difficile. Est-ce que j'ai ça? Je me la pose en même temps que toi. Je pense pas que j'ai d'indicateur. Enfin, si. Je pense que mon indicateur là-dessus, c'est est-ce que ce que je fais m'excite? En fait, je sais que je m'alimente de du côté j'essaye de me démarquer. Et donc, quand les choses commencent à être fades et que ça m'ennuie et que j'y prends pas de plaisir et que j'ai pas la pêche et la patate et le smile, ça veut dire que je suis trop dans le conventionnel et qu'il faut que je recherche à ressortir de ça ou pour me réalimenter, à remettre un peu de nouveau et apporter quelque chose de plus, tu vois. Et je le vois même dans le cercle des créateurs qu'on connaît tous les deux. Tu vois, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se stabilisent et que je laisse. Et à côté, je réfléchis tout le temps à me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter de nouveau? Qu'est-ce qui est plus trop d'actualité, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire en plus? OK, on va faire ça, on va mettre en place un annuaire, des parcours. Et c'est permanent, tu vois. Et ça permet d'éviter de rentrer dans le banal et le routinier, qui a du bon, mais pas sur cette partie mémorable, qui a du bon sur la partie discipline et répétition, tu vois. Sur ce pilier-là, j'essaie plutôt de penser à... mais c'est personnel après, tu vois, c'est les personnalités. Moi, je sais que mon critère à moi, c'est est-ce que ça m'excite? Est-ce que j'ai le petit sourire malicieux qui me dit oui, là, t'es en train de faire un truc un peu atypique et c'est cool, c'est plaisant. Mais pour d'autres personnes, il y aura d'autres critères, quoi. C'est pas un truc universel, je pense. Oui, donc là, l'invitation, c'est aussi de revenir à soi et de se connaître suffisamment, d'avoir une attention finalement à son propre ressenti pour savoir se dire où est-ce que j'en suis, est-ce que je suis déjà en train de faire quelque chose qui, moi, me nourrit, et sans perdre de vue qu'on crée bien aussi pour les autres, pour que ça résonne avec les personnes à qui on a envie de s'adresser avec notre produit. Et tu vois, je vais te dire une chose, Oriane. Si je devais donner une question pour tes auditeurs sur ce côté original, j'aurais envie de leur demander de prendre un papier et de se dire sur ce projet que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui a déjà été fait et quelle petite touche parallèle on pourrait apporter pour en faire un truc un peu nouveau et un truc un peu atypique et un truc qui va sortir du lot. Et ensuite, essayer de lister les outils qu'on peut mettre en place. C'est des outils, je ne parle pas d'outils logiciels, mais d'outils de travail, d'approche, d'angle qu'on essaie de mettre en place pour que ce truc-là ne soit pas conventionnel, mais devienne atypique parce qu'on y apporte. Et puis, plus on fait ça, plus on apporte aussi de qui on est. Et donc, moins on est dans la redite ou dans la copie ou dans voilà, dans la pâle copie parfois de ce qui existe déjà. Et là, tu soulèves pour moi un point qui est hyper important et qui parle à tous les créatifs, qu'on soit un artiste ou qu'on soit dans la création de quoi qu'on fasse, finalement, on est toujours dans la création, que ce soit une recette de cuisine ou une œuvre d'art plus reconnue comme étant artistique et créative. C'est l'enjeu de la comparaison. Tu soulignais l'importance de se distinguer, de trouver sa touche originale, singulière, et puis aussi de s'inspirer. Donc, ça veut dire que l'enjeu en tant que créateur, c'est à la fois d'être soi, de se connaître suffisamment pour exprimer sa singularité, et aussi d'être curieux de ce qui se fait à l'extérieur de soi pour pouvoir à la fois nourrir son flux créatif et puis être un peu dans ce qu'il se fait et d'être en capacité de se positionner sur comment est-ce que moi j'ai envie de contribuer, donc de prendre part et de faire ma part dans ce monde des créateurs. Et en même temps, beaucoup de créateurs sont un peu pris au piège de ce que j'appelle moi le poison de la comparaison, où on peut aussi beaucoup se perdre à aller regarder ce que font les autres, à trouver que ce que font les autres, c'est quand même formidable, et qu'est-ce que moi je vais faire là-dedans, et qu'est-ce que je peux apporter de différent. Et finalement, tu vois, de se retrouver dans un truc comme ça, un peu destructeur finalement, de toute envie de passer concrètement à l'action. Comment est-ce que tu navigues entre cette envie d'être dans l'originalité, d'être très au fait de ce qui existe et de ce qui se fait déjà, sans tomber dans le piège du poison de la comparaison? Ouais, c'est une super question. Je pense que la clé pour moi, elle est dans la distinction entre comparaison et observation.
L'observation, elle est vraiment au service de ton inspiration, dont on parlait tout à l'heure. Donc, observer, c'est essentiel. C'est même crucial parce que c'est ce qui nous permet vraiment d'aller chercher des idées, d'aller les rassembler avant de les digérer. Donc, ça, c'est vraiment important. Et la comparaison, euh, elle devient néfaste quand elle a trait à l'ego. Quand tu places sur tes épaules une exigence qui est basée pas sur toi et tes attentes, mais sur ce que tu vois des autres et l'envie une forme de jalousie ou d'envie envers ce que font les autres et ce que font les autres mieux que toi. Et là, c'est plus de la comparaison saine, c'est plus de l'observation, ça devient de l'ego. Et quand il est mal placé, ça peut vraiment te miner, je pense, parce que tu réagis sous une forme d'injonction extérieure de ce que sont les attentes, au lieu de penser à qu'est-ce que j'ai envie de faire et de faire de beau pour moi et pour le monde, quoi. Tu vois? Tout à fait, complètement. Et justement, alors en même temps, on voit bien que la frontière, il n'y a pas vraiment de frontière d'ailleurs, c'est un fil presque, on est sur un fil entre l'observation et la comparaison. Qu'est-ce qui, pour toi, est justement peut-être un point de vigilance où tu te dis, ah là, voilà, comment est-ce que je rebascule bien vers l'observation? Est-ce que tu as de ton côté une petite pratique qui t'aide à ça? Ouais, c'est vraiment et c'est vraiment un truc sur lequel je me questionne aussi, hein, parce que on est toujours, comme tu dis, on surfe sur ça. Et pour moi, c'est vraiment un truc introspectif de regarder la jalousie en toi. Est-ce qu'il y a un moment où tu bascules de ce côté-là et tu es en mode oh, le salaud, j'aurais voulu faire pareil. Et là, ça veut dire que c'est humain et c'est OK, mais c'est important aussi de prendre le relais après derrière, de se dire OK, bon, bien sûr, j'aurais voulu faire pareil. Bon, je ne l'ai pas fait. Bon, est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui m'inspirent là-dedans? Top. Et là, tu rebascules dans l'observation. Euh, et je pense que tu as des gens qui, si tu restes dans ce registre, dans cette dynamique de la jalousie, tu peux arriver vraiment dans un truc de frustration sur le long terme qui est mauvais et qui va te faire du mal, quoi. Hmm. Et puis, ce que j'aime bien dire aussi, c'est combien est-ce que, comme tu disais, on peut observer, s'inspirer de quelques éléments, mais tout en veillant à rester soi-même, c'est-à-dire toujours en injectant sa part de singularité et d'originalité. Donc, parce que parfois, je ne sais pas si ça te donne cette impression-là, mais on constate qu'il y a des personnes qui, effectivement, ont pu s'inspirer grandement de choses, que ce soit dans le fond ou dans la forme, que d'autres ont fait avant. Et ça sonne, parce que je sais que le mot résonance te plaît au moins autant qu'à moi, ça sonne faux, tu vois, on sent qu'il y a des choses qu'on est venu plaquer, qu'on est venu reproduire, et à un certain niveau de création, ça nous rassure, parce qu'on se dit, bah oui, là, ça m'inspire, j'ai envie je le reprends, et je l'applique, mais de manière un petit peu mécanique. Et moi, je trouve qu'on sent dans la progression d'un artiste, d'un créateur, qu'il y a un cap qui se passe aussi quand on sent qu'il y a de l'inspiration, bien évidemment, parce que ce créateur ou cette créatrice, elle ne travaille pas hors sol, elle travaille avec une multitude de graines qui sont en train de germer dans son jardin de la créativité que tu évoquais tout à l'heure. Et en même temps, bah, il y a cet art qui est de se dire, oui, il y a tout ça qui m'inspire et j'arrive en fait à y injecter complètement qui je suis et du coup à faire quelque chose d'unique et de singulier. Je suis si d'accord avec ça. Et en fait, euh, je pense que la différence entre les deux, entre ce plaqué qui sonne faux et le juste et authentique qui sonne vrai, euh, il est beaucoup lié à est-ce que tu y mets de toi, est-ce que tu le fais avec le cœur, est-ce que tu le fais avec ta personnalité, ou est-ce que tu es juste en train de modeler un truc existant? Et pour arriver à passer dans le cœur, je pense que ça passe par un temps de digestion, on en parlait un petit peu tout à l'heure, qui te permet de te dire, OK, j'ai mangé tout ça, maintenant je le digère et j'en sors quelque chose qui me ressemble encore plus, quoi. Et il y a souvent dans la création cette question du style, tu vois, qu'on cherche, qui est vraiment le côté le plus authentique de nous, peut-être. Et en fait, ce style, il vient pas de creuser tout seul dans son coin, il vient d'ingurgiter plein de choses et ensuite de faire ce travail introspectif qui permet de faire le tri et d'aller chercher le mieux, le meilleur. Et je crois que c'est là qu'on retrouve le principe de répétition et cette notion de processus itératif que tu évoquais tout à l'heure, où finalement, la création, c'est ça, c'est un flux incessant d'aller chercher de l'inspiration à l'extérieur, de s'en nourrir, de digérer et de petit à petit faire réémerger tout ça sous des formes qu'on va ajuster petit à petit en espérant créer quelque chose de singulier qui parlera, qui résonnera pour le plus grand nombre, quoi.
À fond, à fond. Comme toi, j'aime beaucoup le terme de raisonner. C'est important, je trouve. C'est une porte merveilleuse de test permanent de ces idées et de voir celles qui font écho aux autres. Tout à fait. Il y a deux mots que l'un et l'autre, on a à cœur de réconcilier, je crois, dans la manière dont on accompagne les autres. C'est la notion de création et la notion d'entrepreneuriat. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut créer et entreprendre. Alors, tu le disais, toi, dans ton parcours, tu as commencé plus sur le volet entreprendre. Et aujourd'hui, je sens que tu as vraiment à cœur à la fois de vivre, d'incarner et d'accompagner ce « et », c'est-à-dire comment est-ce que je suis un créateur ou une créatrice qui génère des revenus, non seulement qui produit des œuvres qui résonnent auprès du plus grand nombre et qui permettent de générer des revenus, qui permettent de vivre pleinement, sereinement et généreusement, c'est-à-dire en redistribuant aussi ce qu'on génère comme revenu. Qu'est-ce qui fait que ce « et » entre créer et entreprendre, il te tient autant à cœur? Les deux sont pour moi très vertueux l'un envers l'autre, en fait. Je suis convaincu que l'entrepreneur a beaucoup à apprendre de l'artiste par sa singularité, par son envie de ne pas suivre les règles, par son envie de se distinguer, de trouver sa singularité. Et dans le sens inverse, je pense que l'artiste a beaucoup à apprendre de l'entrepreneur, dans son cadre, dans sa rigidité, qui est parfois trop rigide, mais qui est aussi discipline, dans sa capacité à s'organiser, à accepter de se vendre, qui sont mine de rien des choses importantes, aujourd'hui en tout cas dans notre système tel qu'il est et tel qu'il existe aujourd'hui. Et donc, ils sont tellement vertueux ces deux choses-là que j'ai envie de les réconcilier. J'ai envie de les mettre ensemble pour qu'ils puissent s'alimenter les uns avec les autres. Et on parlait tout à l'heure d'inspiration avec les gens qui sont autour de toi, virtuellement ou physiquement. Et je pense que quand un groupe d'artistes côtoie un groupe d'entrepreneurs et que les deux ont compris qu'ils pouvaient s'apporter des choses, y a quelque chose de magique qui se passe et qui permet à chacun d'ouvrir, je sais pas, des chakras, en tout cas des fenêtres. On parlait de réalité tout à l'heure. C'est ça, c'est des fenêtres dans nos réalités. Et de se dire, ok, je me suis toujours cru artiste et que artiste. Et en fait, je me rends compte que mon art est aussi quelque chose qui me permet d'en vivre. Et donc, j'ai besoin de m'améliorer sur ça. Et donc, je suis aussi artiste entrepreneur. Et l'entrepreneur qui pensait être toujours, je sais pas moi, Startup Nation, bête et méchante, il va au contraire se dire, en fait, il y a d'autres manières de faire qui sont intéressantes, qui sont saines, qui sont généreuses et qui permettent de faire les choses différemment et de me distinguer en chemin de gagner ma vie d'entrepreneur aussi. Et alors, comment est-ce qu'on peut se donner les meilleures chances justement de conjuguer notre créativité et notre sens de l'entrepreneuriat justement pour développer une activité qui soit à la fois nourrissante et viable? Ouais. Pour moi, ici, c'est l'entourage. C'est aller se marcher aux côtés de personnes qui sont différentes de toi. Et si tu es que entrepreneur et entouré que d'entrepreneurs, tu seras toujours que entrepreneur. Si tu es entrepreneur et que la moitié de ton temps, tu t'entoures, pas forcément d'artistes, si tu considères que c'est le spectre opposé, mais de gens qui vont produire des choses intrigantes ou esthétiques sur Internet, des contenus, ça peut être par exemple l'intermédiaire, et tu vas forcément évoluer dans ce sens-là. Et tu assimiles aussi les codes de l'environnement dans lequel tu vis. Et donc, conjuguer les deux, c'est s'ouvrir la tête en allant vers l'autre. Et quand je dis l'autre, c'est l'autre type de profil. Tu vois ? Oui. En allant vers l'autre tout en évitant l'entre-soi, quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment sortir de... Il y a un modèle mental comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. En anglais, c'est bubble. En gros, quand tu as un filtre en fait, de perception de ta réalité parce que tu vis dans la bulle de gens qui font exactement la même chose que toi et tu ne suis que des gens qui sont comme toi. Et là, c'est de casser cette bulle, de prendre une petite aiguille et de percer et de laisser dans cette bulle rentrer toute une pluralité de profils qui viennent alimenter ta perception du monde. Oui, donc tout ce qu'on dit depuis le début, c'est finalement de créer des ouvertures, de créer de la porosité finalement entre les domaines, entre les personnes, créer de l'interrelation entre les sujets, entre les personnes, entre les univers, pour générer une spirale vertueuse qui va être à la fois qui va permettre de produire un résultat qui soit à la fois créatif, original et puis
et puis viable en termes d'activité économique, quoi. Ouais. Et tu vois, c'est vraiment, je vais te donner un exemple très concret, mais le truc, c'est en fait ouvrir son champ des inspirations. Et je vais te donner un exemple très concret qui m'arrive moi en ce moment. Euh, un compte Instagram. Mon compte Instagram aujourd'hui, il a une inspiration de base qui a un monde très entrepreneurial. Donc, des posts qui vont être avec des carousels, des choses comme ça. Enfin, voilà, je te parle des trucs très concrets. Et en fait, pendant un temps, peut-être que les questions que je me posais, c'est ah bah tiens, comment aurait fait telle personne dans le monde entrepreneurial pour créer ce truc-là? Et donc, tu le prends sous un certain prisme. Et en fait, en ouvrant aussi mon champ des inspirations au fur et à mesure des interviews sur inspiration créative, de créateurs que je rencontre, d'autres modèles que je vois, les questions que je me pose aujourd'hui, c'est pas ça. Ça va plus être comment est cette personne que j'estime créativement, comment est-ce qu'elle ferait pour produire ce truc-là, pour produire ce contenu. Et donc, ton prisme d'inspiration change, tu t'ouvres la tête, et derrière, bah, peut-être qu'au lieu de faire des carousels, tu vas faire des bêtises, hein, tu vas faire plus de photos, ou tu vas faire plus de vidéos, ou de mise en situation, ou tu vas avoir un jeu d'acteur. Enfin, voilà. C'est juste un exemple, mais cette ouverture de champ d'inspiration, elle te permet vachement d'évoluer, de corréler les deux entre entrepreneuriat et création, tu vois. Et là, on retrouve la notion d'aller picorer les éléments qui vont t'inspirer et puis de créer de la congruence, de la synergie entre ces différents éléments pour faire naître quelque chose d'original et de singulier qui te ressemblera le plus et qui nous permettra de nous éloigner du risque de la pâle copie ou de quelque chose de dit et redit, mais où on va s'éclater à titre personnel en tant que créateur et où on va aller résonner dans l'oreille, dans le cœur des personnes qu'on a envie soit d'accompagner, soit d'influencer au sens de venir proposer quelque chose de nouveau et de singulier. Ouais, c'est clair. Et tu sais, on a toujours cette ambivalence intérieure qui est faire ce qui marche. On a tendance à vouloir faire ce qui marche parce qu'on a besoin aussi de pouvoir vivre de ce qu'on fait. Et donc, on a tendance à moins s'écouter et à aller regarder ce qui se fait. Et en fait, je trouve que c'est toujours un truc à corréler avec ce qui marche pour moi. Aller creuser, qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce qui est plus moi, qu'est-ce qui fonctionne mieux par rapport à mon style d'organisation et à ma façon d'être et au fonctionnement de mon cerveau et de mon corps et de mon esprit. Et ça, c'est une question à vraiment, tu vois, quand les deux se croisent, je pense qu'on arrive à être plus dans l'alignement intérieur et il y a des trucs bien plus beaux et bien plus forts qui en sortent, quoi. Et ce croisement-là que tu évoques, il est possible si nous-mêmes, en tant que personnes, on choisit de se mettre en mouvement et justement de créer ces allers-retours entre qui je suis, est-ce que je me connais suffisamment aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui, et est-ce que je suis suffisamment curieux ou curieuse de ce qui m'entoure, dans sa variété, dans sa diversité, pour voir comment est-ce que ça peut venir en retour nourrir la personne que je suis singulièrement et qui va pouvoir créer et proposer des contenus singuliers et originaux. Ouais, à fond. J'ai quoi, 100% comme toi, je pense. Super. Alors, on a parlé forcément beaucoup du choix. Ce qui m'intéresserait beaucoup aussi, c'est de savoir ce qui, pour toi, en tant que personne, bien sûr, qui est créateur, qui est entrepreneur, mais en tant que personne, en tant que Kylian, c'est quoi pour toi les critères de ce qui est un choix juste pour toi? Je pense qu'il y en a un. Il y en a un qui est phare, qui est central. Et je pense qu'il y en a d'autres. Mais pour moi, il est relatif à la fierté. C'est est-ce qu'en prenant ce choix, je suis fier de ce qui se passe et est-ce que je suis fier de moi? Et c'est pas, je ne parle pas d'ici d'ego, hein. Je ne te parle pas de fierté dans le sens la fierté du matamor, un peu fier et tu vois. Non, c'est toi et ta glace, quoi. Est-ce qu'après avoir fait ce choix, tu seras fier de toi ou au contraire, est-ce que tu iras te cacher parce que tu as honte un peu de ce que tu as fait, quoi. Oui, ça parle d'alignement avec tes valeurs et avec ce qui est important pour toi. Ouais, c'est ça. C'est des bons mots et tu les utilises encore mieux que moi, mais ouais, je pense que derrière, c'est ça, quoi. Est-ce que tu te sens en accord avec toi-même? Et donc, le prisme que moi je prends, c'est c'est le filtre de la fierté. Mais oui, il y a une logique d'alignement derrière et de valeurs partagées en accord avec ce que tu veux faire. Voilà. Et Je pense est-ce qu'il y a on peut en trouver plein, je pense, hein, mais c'en est un. C'est celui qui me parle spontanément et peut-être qui rassemble un peu tous les autres au même endroit. Super. Et est-ce qu'il y a un choix pour toi qui est en cours ou qui est dans les tuyaux, hein, pour toi, pour ton activité d'inspiration créative? Ouais.
Tu veux dire un choix que je suis en train de faire ou Ouais, qu'est-ce que que tu... tu es en train de faire, qui était en train de, 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 de finir, de conclure auquel tu es en train de donner forme. Ouais, complètement. Moi, je réfléchis vraiment beaucoup depuis longtemps déjà, mais c'est une réflexion permanente à comment ça peut venir servir le type de vie que j'ai envie de vivre aussi. Et là, un des choix en ce moment qui va profondément influencer mon choix de vie et mon style de vie et qui mûrit en ce moment, c'est le choix de changer de lieu de vie et de créer un endroit qui me ressemble pour accueillir les créateurs, leur permettre de se rencontrer. Donc, ce sera une sorte de tiers-lieu dans la nature, de co-living, de maison d'hôte, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais de lieu pour les créateurs, pour leur permettre de se rencontrer, d'échanger, de travailler, de se ressourcer dans la nature. Et ça, je sais que c'est un choix fort, par exemple, qui est en train de finir de se mûrir, parce que c'est déjà quasiment bon et on va aller de plus en plus vers ça dans la suite de ma vie, et qui aura des impacts profonds sur comment je me sens au quotidien, comment je vis, comment je crée une famille. Voilà, toutes ces choses-là qui sont des choses qui m'ont arrivé aussi et qui sont intimement liées à un choix fort qui est celui-là. Tu vois, c'est un peu un point de bascule aussi. Voilà, En c'est très sachant concret. ouais, mais c'est toujours dans ce double mouvement de comment est-ce que je me construis une vie sur mesure, une vie qui me ressemble, qui est alignée avec mes valeurs, ce qui est important pour moi et pour les personnes avec qui j'ai envie de créer ma vie aussi, et qui permettent de créer, de contribuer, d'aller raisonner pour un maximum de personnes que tu as envie d'accompagner dans ta manière d'être et de créer. Yes, et c'est toujours un chemin, hein. C'est vachement important de l'avoir en tête pour toutes les personnes qui sont à un point où ils se disent non mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pourquoi je suis sur Terre? Qu'est-ce que waouh, j'écoute des gens qui sont toujours si sûrs d'eux. Moi, je suis profondément pas sûr de moi. Bien sûr qu'il y a une confiance qui se développe dans le temps et je considère que j'ai confiance dans le sens que je prends aujourd'hui. Mais c'est chaque pas que tu fais t'ouvre vers un autre espace d'opportunité et donc tu avances, tu avances, tu avances. Mais ça vient que de l'action et de un choix puis l'autre, une création puis l'autre, une décision puis une autre. Et de cette nouvelle décision émerge un truc nouveau où tu te dis ah ouais, j'avais pas pensé que je pouvais faire ça, mais en fait, ben, je serais encore mieux là, tu vois, et je serais encore plus près de ce pourquoi j'ai envie de faire aujourd'hui à l'instant T. Mais ça évolue tout le temps et ça vient que de choix successifs. Le choix amène le choix et je dirais même le choix amène le bon choix. Ah ça, c'est sûr. Le plus important, c'est de choisir. Alors justement, puisqu'on parle de choix, bien sûr, je te propose pour terminer que tu nous partages, si tu en as envie, un de tes coups de cœur que tu choisis de recommander aux auditeurs d'Avez-vous choisi. Ça peut être un livre, un artiste, un podcast. Hmm. Laisse-moi réfléchir. Je t'en prie. C'est super dur parce enfin, en fait, c'est très facile et en même temps, on a envie de recommander plein de choses. Moi, quelqu'un qui m'inspire beaucoup en ce moment, et pour le coup, en fait, je me rends compte tout à l'heure que je t'ai dit que j'aimais beaucoup les créateurs anglophones, etc. Mais ça dépend sur quoi, en fait. Sur la littérature, sur même la création, sur d'autres espaces, type, je sais pas, YouTube ou les podcasts, je vais écouter beaucoup de francophones. Mais c'est plus, peut-être, cet inconscient collectif du créateur en général, où là, j'écoute je vais plus aller m'alimenter aux États-Unis ou en pays anglophone. Donc, je vais te partager un coup de cœur littérature. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, que je trouve fascinant et que j'aimerais beaucoup interviewer, qui s'appelle Alain Damasio, qui a écrit un livre qui s'appelle La Horde du Contrevent, qui a écrit d'autres livres qui s'appellent La zone du dehors, Les Furtifs, qui sont tous géniaux. Quelqu'un que j'estime énormément et qui a une richesse intellectuelle très forte. Et voilà, peut-être que le livre que je vous recommande, c'est donc La Zone du dehors, qui est une suite enfin le pitch est une suite à 1984 d'Orwell, mais rien à voir en termes d'ambiance. C'est pas dark, enfin, il y a des choses dark, mais c'est pas dans le même registre. Et c'est vraiment un chouette livre d'anticipation, un peu dystopique. Voilà, très intéressant. Qu'est-ce qui t'a particulièrement touché dans ce livre? C'est une réflexion. Alors, c'est marrant parce que ça fait écho un peu même au podcast et à ce qu'on s'est dit là. C'est une réflexion sur comment la société du futur pourrait être, du futur proche, pourrait être non pas gérée par l'autoritarisme et une sorte de cadre malsain, mais par une façon de lisser les personnes dans la société pour qu'elles se conforment aux
au bon vouloir de la société, des attentes des instances dirigeantes. Et en fait, c'est super intéressant. Et dans cette société qui est très démocratique, mais démocratique poussée à l'extrême, au point que ça lisse tout, tu as une troupe de personnes qui s'appelle la Volt, un peu en lien avec la révolte, mais c'est un autre mot, qui ont, eux, une sorte de pétillance et d'éveil et de vie en eux, et qui vont venir chambouler tout ça à coups d'attentats, à coups d'idées, à coups de vie. C'est le bon mot, la vie. Et en fait, tu vois, ça fait écho à ce qu'on se disait sur la singularité, sur l'aspect créatif et comment venir mettre aussi des coups dans la fourmilière, des choses qu'on a tendance à tous faire, peut-être baisser sans réfléchir, quoi. Voilà. Génial, super pitch, ça donne envie. Pour de vrai, c'est un chouette livre et Alain Damasio est phénoménal. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Super. Bah, écoute, je suis certaine que beaucoup d'auditeurs vont aller découvrir avec curiosité cet ouvrage-là. Et puis, bah, écoute, je nous souhaite de continuer à choisir, de partager nos singularités, notre pétillance et puis de continuer à choisir la vie, tout simplement. À fond. Et d'ailleurs, je pense beaucoup, Oriane, que la créativité, c'est une forme de prétexte aussi et de premier angle qui permet d'aller creuser ce que c'est que se sentir vivant. Et parce que c'est ce qui nous donne envie aussi de ne pas avoir de regrets au moment de la mort, tu vois, et de se dire, OK, j'ai vécu une vie où je me suis senti vivant et j'ai essayé de l'être au maximum chaque jour, plutôt que d'être dans une vie subie où on peut être parfois dans le regret après. Voilà. Oh que oui, choisissons notre vie. Sentons-nous vivants et créons une vie où on se sent vivant et vivante. Tellement. Grand merci, Kylian. Avec plaisir, c'était une trop chouette discussion et je te remercie de m'avoir invité, c'était vraiment, vraiment génial. Merci, à bientôt. À bientôt. Un grand merci à Kylian pour sa confiance, sa générosité et son enthousiasme. Alors, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici ? Sortez vos agendas et surtout, faites-le. N'hésitez pas à me partager vos retours par mail, via mon site ou sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de découvrir de quelle manière cette conversation a résonné pour vous et je serai ravie d'échanger avec vous. Pour en savoir plus sur Kylian, son travail et son actualité, direction le site inspirationcreative.co. Si vous êtes une personne qui sait cocher les cases avec succès et qui sent que pourtant la vie, ça doit être un peu plus que ça, si vous êtes lassé de votre quotidien agité en surface et que vous aspirez à plus de sens et plus de profondeur dans votre vie, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel et de groupe à distance. Si vous êtes à un moment de vie où vous sentez qu'il est temps d'arrêter les contorsions et qu'il est temps de vous construire une vie choisie, contactez-moi via mon site orianesavoureluca.com et prenez rendez-vous pour une conversation initiale offerte et sans engagement. Durant 45 minutes, nous pourrons explorer dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. C'est une graine que je sème au vent chaque lundi par mail. Une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que vous allez pouvoir regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte beaucoup et elle peut porter de différentes manières. La meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à Avez-vous choisi sur la plateforme de podcast de votre choix, de partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation et un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et bien sûr, continuez de faire découvrir Avez-vous choisi à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de se construire une vie choisie pourrait réjouir. Enfin, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire via mon site ou en répondant aux mails que vous recevez si vous êtes abonné à ma newsletter. Je lis tous vos mails et je réponds à chacun d'entre eux. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là,
Et si vous choisissiez tout ?